D'un côté, il est évident qu'aujourd'hui, Israël est la superpuissance régionale, d'accord? Elle intervient en Syrie pour défendre les Druzes. Même si personne ne veut l'admettre, la position israélienne via la guerre s'est renforcée dans la région. Et aujourd'hui, on a un peuple de 100 millions de personnes, dont des milliers et des milliers font appel à Benjamin Netanyahou sur les réseaux en nous disant « aidez-nous ». Il y a un vrai culte autour de Benjamin Netanyahou. Il suffit d'aller faire un tour sur les réseaux pour s'en rendre compte, d'accord? Mais c'est un jeu dangereux, évidemment, parce que nous sommes que 10 millions. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Myriam Shermer. Myriam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, on va parler avec vous de plusieurs sujets. On va d'abord balayer un premier sujet pour essayer d'avoir un peu votre avis sur cette question qui est un petit épiphénomène dans la communauté francophone, avec cette venue très controversée de Vincent Lemire, qui dit être un historien du Proche-Orient et qui a été interdit d'abord d'entrer en territoire israélien. Et après, apparemment sous pression, eh bien, finalement, cet interdit a été levé. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche et de ce qui s'est passé autour de Vincent Lemire et de sa personnalité ? Bon, écoutez, Vincent Lemire, c'est effectivement un historien qui a fait des travaux sur Israël, sur Jérusalem en particulier. Il a un livre sur Jérusalem, mais qui, à un moment donné, à mon sens en tout cas, bascule il n'est plus dans une démarche scientifique, il est dans l'idéologie. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il suffit de parcourir ses réseaux sociaux pour voir qu'il se rend sur l'audiovisuel français et qu'il diffuse des arguments qui ne passent pas le moindre test scientifique. Je prends pour exemple quelque chose qu'il a dit en prime time à la télévision française, qui est qu'il a la preuve avérée que 93% des morts à Gaza sont des civils, d'accord, pour soutenir son argument de génocide. Or, l'argument sur lequel il s'appuie, il est tellement fallacieux, c'est un document de Tsahal, à un moment T dans la guerre, qui parle de 8000 terroristes avérés éliminés par Tsahal. Ça ne veut évidemment pas dire que ce sont les seuls combattants du Hamas, du djihad islamique, etc., qui ont été éliminés par Tsahal. Mais ce monsieur se sert par exemple de cet argument-là. Je vous donne cet exemple, Daniel, pour vous montrer à quel point il est malhonnête. Oui, on n'est pas dans une démarche scientifique, on est dans une démarche idéologique. Il a décidé qui étaient les bons, qui étaient les méchants. Et d'ailleurs, en privé, il n'hésite pas à se comparer à Paxton, ce fameux historien américain qui a confronté la société française à sa collaboration sous Vichy, d'accord ? Donc, il nous compare au régime nazi, ou du moins à des collabos. Et donc, il est dans une position, à mon sens, de narcissisme intellectuel, où il n'hésite pas de faire feu de tout bois, tout simplement pour mettre de l'eau à son moulin. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ça, au-delà de ce monsieur, c'est que si vous voulez, moi ce qui m'intéresse davantage, c'est à quoi joue la France, d'accord ? La France, aux dernières nouvelles, reste une alliée d'Israël. Ok, oui, nous avons des accords commerciaux avec la France, etc. A priori, nous avons des relations diplomatiques bonnes et correctes, en tout cas avec la France. Or, la France fait venir via ses organes culturels, puisqu'il s'agit de l'Institut culturel de Jérusalem en l'occurrence, un homme qui est, on vient de le dire, pas dans une démarche scientifique, mais dans ce qui peut passer pour de la diffamation. Vous voulez dire en fait que la diplomatie française, en tout cas ici en Israël, eh bien, elle n'a pas fait le switch entre Vincent Lemire, l'historien qui a été pendant 4 ans ici au CNRS, et Vincent Lemire, l'idéologue anti-israélien. Oui, mais si vous voulez, faut vraiment se boucher les yeux et les oreilles pour pas savoir ce qu'il dit sur l'audiovisuel français. C'est-à-dire que l'argent du contribuable français est mis à contribution plusieurs fois dans cette affaire. Et ce qu'on peut se demander, Daniel, c'est est-ce que la diplomatie... Alors la francophonie, c'est quelque chose d'important. Les instituts culturels français, ça existe en Israël, ça a une importance. Ça existe dans le monde entier. Est-ce que les autres instituts culturels du Proche-Orient font ce genre de choses, d'accord ? Est-ce qu'au Qatar, on fait venir quelqu'un qui parle du bilan des droits humains qatari ? Je ne crois pas. Et je ne suis pas en train de comparer notre situation à celle des Qataris. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire, Daniel. C'est-à-dire que la diplomatie française se permet, parce qu'elle sait qu'ici, c'est une démocratie, c'est une société ouverte, et que donc, effectivement, l'interdiction hier, on n'a pas encore les détails d'ailleurs, mais l'interdiction hier a visiblement été renversée, on ne sait pas par qui, parce que ici, c'est le jeu de la démocratie. C'est très bien, en temps normal. Mais quand on sait que ce genre d'argumentaire
que professe Vincent Lemire est corrélé à une explosion de l'antisémitisme, en particulier contre les Juifs français, vous comprenez bien qu'on est dans une situation en fait où Paris se tire une balle dans le pied. Pourquoi faire en fait? Simplement pour être désagréable avec Jérusalem parce que les dirigeants ne s'entendent plus. Enfin, vous voyez, on est dans une situation un peu ridicule. Ouais. Bon, on a bien compris. On va passer à autre chose et des sujets qui sont bien plus importants que celui-là en tout cas. Je voudrais avoir votre avis d'abord sur le dossier iranien et sur une question claire, on va aller droit au but. Est-ce que vous pensez que dans la situation actuelle, alors que les opposants iraniens au régime, tous ceux que nous interviewons, ceux qui sont à l'étranger, mais aussi apparemment ceux qui sont à l'intérieur du territoire iranien, réclament, aspirent, appellent à une intervention des Américains et des Israéliens, est-ce que vous pensez qu'Israël doit intervenir parce que finalement c'est dans son intérêt sécuritaire, parce que à quoi cela sert de combattre sans arrêt le Hezbollah ou le Hamas si l'on ne parvient pas à neutraliser la tête de la pieuvre, comme on dit? Ouais. Bon, alors il y a d'abord une chose, c'est que je pense que même, et on le souhaite tous, si le régime tombe, ce ne sera pas la fin de l'islamisme au Proche-Orient. D'accord? On continuera à avoir d'autres ennemis. J'ai nommé le Qatar, j'ai nommé la Turquie. Enfin, voilà, il ne faut pas se faire des illusions qu'on est à ça d'une révolution laïque et Oui. puis ça y est, la paix au Proche-Orient. Ok? Ça, c'est une chose. Mais ensuite, la vraie question, c'est effectivement, est-ce que c'est à Israël d'intervenir ou en tout cas de beaucoup pousser les États-Unis ou enfin quelque chose de cet ordre-là? Si vous voulez, jusqu'à présent, Jérusalem s'est montrée extrêmement prudente, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou fait des déclarations en soutien aux Iraniens, mais ne s'engage pas formellement. La ministre Gila Gamliel, qui est en relation avec Reza Pahlavi, vous rappelez-vous qu'il avait fait venir en visite en Israël Oui. avant la guerre. Donc, il est vraiment en relation proche avec lui. Tout le monde fait très, très attention, évidemment, pour ne pas être agité comme un épouvantail par le régime. Parce qu'en fait, il est là le piège. C'est que d'un côté, il est évident qu'aujourd'hui, Israël est la superpuissance régionale, d'accord? Elle intervient en Syrie pour défendre les Druzes. Même si personne ne veut l'admettre, la position israélienne, via la guerre, s'est renforcée dans la région. Et aujourd'hui, on a un peuple de 100 millions de personnes dont des milliers et des milliers font appel à Benjamin Netanyahou sur les réseaux en nous disant « aidez-nous ». Il y a un vrai culte autour de Benjamin Netanyahou. Il suffit d'aller faire un tour sur les réseaux pour s'en rendre compte, d'accord? Mais c'est un jeu dangereux, évidemment, parce que nous sommes que 10 millions, d'accord? Et que on va nous mettre dans une situation où, si vous voulez, nous sommes l'Amérique du Proche-Orient, où nous sommes le shérif du Proche-Orient, sachant que notre place est déjà si compliquée dans la région. C'est un vrai risque. Et je pense que c'est ce qui est en train d'évaluer Benjamin Netanyahou. Mais il n'y a pas une sorte de paradoxe entre le fait qu'on ait remarqué au cours des 2 dernières années que même si Netanyahou a bien été un des artisans de la conception erronée qui a conduit au 7 octobre, et bien depuis, il a changé d'approche, il est beaucoup plus offensif, il va jusqu'au bout des démarches en dépit des critiques dont il peut faire l'objet. Dans tous les dossiers, sur tous les fronts, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, tout ça. Et là, finalement, comment on explique, on va dire, le fait que Israël, après la guerre des 12 jours, eh bien, ne soit pas tenté d'aller jusqu'au bout, d'autant plus que les Iraniens le demandent eux-mêmes. Oui. Alors, d'une part, on ne sait pas ce qui se passe, Daniel. C'est-à-dire que hier, les rumeurs dans tout Israël allaient bon train, puisqu'on entendait beaucoup d'avions de chasse quadriller nos cieux, et qu'en fait, en réalité, on est en train de se parler là maintenant, Daniel, et on ne peut pas savoir, peut-être qu'une opération va être déclenchée dans les jours qui viennent. Donc c'est très difficile de se positionner clairement. Mais encore une fois, je pense qu'il y a quand même une différence entre s'attaquer à tous les groupes terroristes qui s'en prennent à Israël de façon totalement légitime et changer de phase et participer ouvertement à la lumière du jour, au vu et au su de tous, alors que les yeux de la communauté internationale sont braqués sur Téhéran, à faire tomber un régime. D'accord? Ça, la preuve, c'est que le régime existe depuis avant que je sois née, Daniel, et que personne en Occident n'a jamais ouvertement cherché à renverser le régime, y compris les États-Unis, y compris l'Union européenne quand elle était plus puissante qu'aujourd'hui, etc., etc. Donc on est dans une situation inédite. Donc à mon avis, ce que cherche à faire Benjamin Netanyahou, c'est quelque chose de plus gradué. On sait que le Mossad est sur place. On nous l'a dit au début des manifestations, et on a des témoignages qui nous disent ils sont là, notamment ils permettent de nous
branché à Branché. Internet, il participe activement, mais de là à... Et puis en plus, vous le saviez mieux que moi, Daniel, mais la configuration iranienne entre l'armée régulière, les gardiens de la révolution, le régime, c'est très intelligemment protégé Oui, oui, en bien Iran. sûr. Il n'est pas si facile que ça à renverser. Donc je pense qu'on est dans un scénario complexe dans lequel on va avoir une intervention américaine. J'ai du mal à imaginer que Donald Trump est autant menacé et que finalement il ne fasse rien parce que c'est quelqu'un qui aime faire respecter sa parole. Mais on va voir, je pense, un scénario qui va nous surprendre. Alors on va attendre, on va être patient à ce niveau-là, effectivement. Je voudrais avoir votre appréciation parce que la Knesset est dans une, on va dire, surfe sur une vague de législation assez intense, on va dire. Pas plus tard qu'hier, il y a une loi qui est passée en première lecture en particulier, justement, et c'est de ça dont je voudrais vous parler, sur le fait d'annuler la fameuse clause dans le code pénal d'abus de confiance, de fraude et d'abus de confiance, qui est une sorte de clause un peu de fourre-tout dans le monde de la justice en Israël. Alors bien entendu, ça donne le sentiment que c'est une décision qui est dirigée en faveur de Benyamin Netanyahou pour le disculper d'une certaine manière si d'ici là, eh bien, le président Herzog ne lui accorderait pas grâce présidentielle. Vous pensez que c'est une loi qui peut aboutir avant on va dire, la fin du mandat de la Knesset actuelle, et est-ce que vous pensez que c'est une loi qui est souhaitable? Bon, de toute façon, c'est une loi qui va être cassée par la Cour suprême si jamais elle passait les 3 lectures. Si vous voulez, on est dans une situation, Daniel, pour l'instant, je pense que, comme vous l'avez dit, on est dans un blitz législatif parce que les députés de la majorité comprennent bien que c'est la fin. Avant-hier, on a une information importante qui est que le parti de judaïsme unifié de la Torah ne sait pas s'il va voter pour le budget. D'accord ? Oui. Et on va expliquer à nos auditeurs. Oui, oui. Le budget doit passer tous les ans jusqu'à la fin du mois de mars. S'il ne passe pas, automatiquement, sous 90 jours, on part en élection. OK ? Donc là, ça devient urgent puisqu'on est mi-janvier et qu'il faut faire passer le budget de cette année. Or, les partis orthodoxes, si vous voulez, leur patience, ça y est, elle est terminée. Oui, effectivement, même le judaïsme de la Torah a dit, même en première lecture, pas seulement en seconde ou troisième lecture comme le pensait Netanyahou, c'est même en première lecture, ça veut dire d'ici 15 jours, c'est possible que... D'ici 15 jours. Ça veut dire qu'on peut se retrouver dans une situation où Bezalel Smotrich et Benjamin Netanyahou n'arrivent pas à faire passer c'est un paquet de lois qui est la loi du budget et n'y parviennent pas. Et là, dans ce cas-là, on va automatiquement en élection. C'est-à-dire que on a 2 cas de figure. Soit on est en élection, on vote en septembre, soit on vote en mai. On en est là, Daniel, d'accord ? Donc de toute façon, et la Knesset part en vacances juste avant Pessah. Donc en fait, il nous reste à peine 2 mois parlementaires, très concrètement. Et de toute façon, on sait très bien qu'une grande partie de ces lois-là seront cassées parce il sera estimé qu'elles n'ont pas été passées en bonne et due forme, d'accord ? Donc pour répondre... Clairement, on est dans un objectif électoraliste. On fait, par exemple, Israël Katz fait beaucoup de bruit avec sa loi pour faire fermer Galatz, alors qu'il sait très bien qu'il est fort possible que la radio militaire soit maintenue en place par la Cour suprême. Alors pourquoi il le fait ? Parce que c'est bien auprès de la base électorale et qu'ensuite il pourra venir aux primaires du Likoud pour dire voilà, j'ai essayé de faire des choses, etc. Donc on est dans une situation comme ça où chaque député essaye de faire passer sa loi dont il pourra se revendiquer ensuite pour les élections internes au Likoud. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et ensuite, pour la question plus fondamentale que vous me posez, est-ce que c'est au Likoud de faire passer ce genre de loi ? Moi, je pense que le Likoud se couvre de honte en essayant systématiquement, enfin en tout cas ne se fait pas honneur en essayant systématiquement de faire passer des lois qui clairement sont des lois personnelles, taillées à la situation de Benjamin Netanyahou et qui font mauvais genre, d'accord ? Même si on sait qu'elles passeront pas vraiment, etc. Ensuite, je sais que moi, je satisfais jamais les idéologues parce que j'ai toujours une opinion un peu un partout, balle au centre. Ensuite, j'estime, comme vous, que la fraude, l'abus de confiance tel qu'il est déterminé en Israël, c'est comme vous avez dit, c'est fourre-tout, c'est compliqué à démontrer, et on voit bien que Benjamin Netanyahou a été mis en examen pour ces motifs-là, et qu'on est en procès depuis mai 2020, et que le
public israélien n'a toujours pas complètement compris pourquoi on est encore dans ces procès-là et pourquoi ce n'est pas derrière nous cette affaire-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la Knesset se tire une balle dans le pied, c'est certain, mais le système judiciaire israélien, moi, je pense vraiment que si on décide de mettre en examen un Premier ministre en exercice, un Premier ministre puissant comme Benjamin Netanyahou. C'est très important d'être capable de le faire parce qu'on est en démocratie. Mais si vous le faites, il faut, que vous ayez des preuves en béton armé, et deux, que vous sachiez aller le plus vite possible, que vous fassiez un processus impeccablement exécuté sur le plan professionnel pour convaincre même les sceptiques que vous savez ce que vous faites. Ce qui n'est pas le cas. Le système judiciaire ne parvient pas à se montrer efficace, tout simplement efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ce genre de situation, il est évident que ce type de loi va fleurir comme des champignons. Est-ce que ça fait honneur à la Knesset, encore une fois? Non. Eh bien, on va en rester là. Merci beaucoup, Myriam, de nous avoir donné votre appréciation, en particulier donc sur le dossier iranien, mais aussi donc sur les derniers développements au sein de cette Knesset qui est en train, on va dire, d'expédier les affaires courantes en perspective de prochaines élections, mois de mai, juin ou septembre, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, Myriam, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci, Daniel.